Coco. Vraiment le travail de ça. Les gars, laissez comme ça. Donc, c'est vite fait, hein? Ce sera pas long, c'est vite fait parce que je dois sortir. La conférence continue. C'est une conférence qui se fait sur 3 jours. Donc, elle a commencé hier. Elle continue aujourd'hui et demain. Donc, les filles qui me demandent souvent ce que je mange et tout ça, ben, c'est pas comme ça que je mange d'habitude, mais c'est un exemple. Je vais vous montrer ce que je mange. Et vous voyez qu'avec ça, vous n'aurez pas faim. Donc, je vais sortir. Je sors là maintenant. Et la conférence finit vers 17 h. Et puis après 17 h, on va à un networking event. Bon, c'est un dîner, quoi. C'est un dîner entre collègues. Donc, de maintenant où je mange jusqu'à 17 h. Bon, c'est vrai, il y a la pause de midi. À midi, il y a une pause. Ben, moi, je ne vais pas manger à la pause. Je vais juste emporter une banane. Une banane et de l'eau. Donc, je vais vous montrer ce que je mange. Hein. Je vais vous montrer. Donc, j'ai de la tomate. J'ai de la tomate que j'ai fait en compote. C'est très, très bon. J'ai 2 oranges. Et j'ai mon reste de salade d'hier. Donc, c'est ce que je mange ce matin. Et vous voyez, c'est des gros plats. C'est des gros plats. Donc, il y a très peu de calories dans tout ça. Peut-être le jus d'orange, mais c'est aussi... vous voyez, ça se digère rapidement. Mais ce que je vais vous conseiller, et c'est ce que je fais d'ailleurs, puisque le jus d'orange a beaucoup de sucre, et l'orange aussi. Donc, je vais prendre ça en dernier. Quand vous prenez quelque chose qui a du sucre, prenez ça après. Mangez d'abord ce qui n'a pas de sucre. Donc, la salade, la tomate, ce qui a les fibres, ce qui a les vitamines. Vous prenez ça en premier. Comme ça ralentit l'absorption des sucres dans votre corps. Donc, voilà un exemple de petit déjeuner. Et vous voyez, c'est des gros plats. Je vais bien manger. Je vais très, très bien manger avant de sortir. Et ça va me permettre de tenir toute la journée. Le plat de salade, il y a des protéines dedans. J'ai de l'avocat. J'ai de l'avocat dedans. J'ai pas mis les œufs parce que hier, j'ai mangé la salade avec du saumon. Donc, j'ai pas mis les œufs. Normalement, le matin, je prends des protéines, beaucoup de protéines. Donc, j'aurais dû mettre les œufs. Parce que ce sont les protéines qui vous permettent d'être rassasié pendant longtemps. Le rouge c'est... comment vous appelez ça? Le poivron. Le poivron rouge. Donc, j'ai le poivron rouge frais et j'ai aussi le poivron rouge en conserve qui a du fromage à l'intérieur. Voilà aussi le fromage. Non, attendez que je vous montre. C'est où là? Donc, j'ai du poivron rouge frais. C'est ça ici. J'ai des olives. Ça aussi, ça a des protéines. Et là, c'est du poivron rouge en conserve avec du fromage à l'intérieur. Les fromages aussi, c'est des protéines. Donc, dans ma salade, j'ai de l'avocat qui est de la protéine. Ça a un peu pris une couleur parce que je l'ai fait hier. Donc, j'ai de l'avocat qui a des protéines. J'ai des fromages. J'ai aussi des olives. Et les olives et l'avocat, c'est gras. Bah oui. Alors, je vais vous dire quelque chose. L'avocat, c'est très, très bon pour perdre du poids. Je vais vous expliquer pourquoi. L'avocat, c'est extrêmement bon pour perdre du poids. Pourquoi? Parce que l'avocat est gras. L'avocat est gras, hein? C'est bien gras. Mais la graisse de l'avocat, c'est la bonne graisse. C'est-à-dire, l'avocat vous enrichit en oméga 3, en oméga 6, qui sont des bonnes graisses. Donc, si vous mangez régulièrement de l'avocat, ça réduit le mauvais cholestérol. Bonjour ma follow. Bonjour chérie. Bravo. Bravo d'avoir soutenu le caporal hier. Donc, je vous expliquais pour l'avocat.
Mangez de l'avocat autant que vous pouvez. C'est très, très bon. L'avocat est gras, mais ça fait maigrir. J'ai 44 ans. Oups, Auntie. Mon téléphone a glissé. Oh, ça glisse. Oh. J'ai 44 ans. Mais mon taux de cholestérol est extrêmement faible. Et je vous explique pourquoi. Il y a une tasse de thé aussi. Oh, c'est connu en médecine que nous, les Africains et aussi les Asiatiques, nous mangeons une cuisine tellement riche que la plupart d'entre nous ont toujours le cholestérol et les problèmes d'hypertension artérielle. Non, déjà, génétiquement, les Africains de l'Ouest sont prédisposés à avoir des problèmes cardiovasculaires, surtout les hommes. Donc, vous les filles, vous avez vos gars, vos maris. Veillez à ce que vos maris ne mangent pas trop de sel et aussi mangent beaucoup d'aliments avec des oméga 3, des oméga 6 parce que ça aide à réduire le cholestérol. Or, nos hommes, les hommes ouest-africains sont génétiquement prédisposés pour avoir les maladies cardiovasculaires. C'est pour ça qu'un jeune comme Marc-Vivien Fouet de Reggaeté Mémoire a fait un problème cardiovasculaire pendant un match et est mort. Donc, quand vous mangez beaucoup d'avocats, il y a l'avocat, il y a la sardine, le thon, le saumon, les aliments qui sont riches en oméga 3, en oméga 6. Et les oméga 3, les oméga 6 sont aussi très bons pour le cerveau. Malheureusement, les sardinages chez nous mangent la sardine, mais ils n'ont pas de cervelle. La tomate vapeur, c'est trop bon. C'est trop, trop bon. Vous faites bouillir la tomate dans du jus de tomate sans rien ajouter, ni sel, ni rien. Nature, c'est bon. C'est trop sucré. Et la tomate, elle est riche en lycopène. Le lycopène est un antioxydant très puissant. Le rôle des antioxydants, c'est quoi? Les antioxydants combattent l'oxydation. C'est un peu scientifique, hein, mais je vais essayer d'expliquer terre à terre. Les antioxydants dans les aliments aident à éliminer les toxines. Les toxines sont les déchets issus de la digestion et du fonctionnement des cellules qui sont difficilement éliminés par l'organisme. Ils sont là dans l'organisme et qu'est-ce qu'ils font lorsque vous avez les toxines dans votre organisme? Ça crée ce qu'on appelle l'inflammation. Et l'inflammation est la source de toutes les maladies. L'inflammation est la source de toutes les maladies. Parce que lorsque vous avez inflammation, votre corps veut lutter contre cette inflammation et produit donc des anticorps. Sauf que tellement votre corps travaille qu'à un moment donné, il devient affaibli et vous devenez susceptible d'attraper des maladies telles que le diabète, l'hypertension, tout ce que même la simple infection. Même la simple infection pulmonaire ou je ne sais pas quoi, si vous avez beaucoup de toxines, vous êtes très, très prone aux maladies. Donc, c'est pour ça que c'est important de manger des aliments qui ont beaucoup d'antioxydants, comme les tomates, comme les oranges, comme les... Voilà, tout ce qui est fruits et légumes. Naturels, bien sûr. Les toxines favorisent le vieillissement cellulaire. Parce que lorsqu'il y a des toxines, les cellules sont obligées de travailler beaucoup plus pour les éliminer. Les toxines, donc, lorsqu'elles sont dans l'organisme, elles vont aussi créer la mort cellulaire.
Donc, c'est pour ça qu'il est important de manger les antioxydants. Donc, le lycopène dans la tomate, comme je vous expliquais, c'est un antioxydant. Il va débarrasser votre corps des toxines. Il va aider au renouvellement cellulaire. Mais surtout, le lycopène est un précurseur de la vitamine A. Le lycopène est un précurseur de la vitamine A. Et la vitamine A, on sait très bien ce qu'elle fait dans l'organisme. Elle est très bonne pour la peau. Donc, si vous mangez, c'est pour ça qu'on fait souvent des masques avec la tomate. C'est la vitamine A, ça aide au renouvellement cellulaire. Donc, si vous faites des masques faciaux, votre masque facial, mettez souvent un peu de tomate dedans. Grattez, râpez la tomate, vous prenez le jus de la tomate, vous faites un masque facial avec ça, c'est très bon. Donc voilà, la tomate, vous pouvez la manger crue, vous pouvez la manger cuite, c'est très bon pour la santé. Merci. Donc avec un petit déjeuner comme ça, je ne peux pas avoir faim. Et pourtant, je n'ai pas mangé les trucs pleins de graisse et tout ça, non. Il n'y a pas de limite de portion. Vous voyez, j'ai des gros plats. Donc, si vous mangez des aliments non caloriques, vous pouvez manger autant que vous voulez. Pas de limite de portion, mais vous ne prenez pas du poids parce qu'il n'y a pas de calories dedans. Donc, voilà mon gros plat de tomates qui est fini. C'est super mal. Ici en Suède, hein, ici en Suède, les aliments sont très frais. Et j'ai acheté un gros filet de saumon hier pour tout mon séjour. Donc, le saumon est frais ici jusqu'à... J'ai acheté un large filet de saumon que j'ai divisé en 4 pour mon séjour. Donc, hier, je l'ai préparé avec la sauce hollandaise, des pommes vapeur, des asperges. Vraiment un repas hyper frais et très, très nourrissant. Je réfléchis en anglais et puis je veux traduire en français. Voilà. Et là, maintenant, je vais attaquer ma salade. Avant d'attaquer la salade, je vais prendre d'abord une orange pour me rafraîchir un peu. Donc, c'est ça. Donc, les filles, même quand vous faites la cuisine, c'est très facile. C'est-à-dire, avant que je ne me lance dans cette aventure, sincèrement, je pensais que perdre du poids était la mer à boire. Parce que quand on atteint un certain poids, on se dit qu'on ne peut plus perdre. Je vous assure que quand je perds ma mère et que j'accouche mon fils, je faisais 120 kilos. 120. J'étais énorme. Et j'avais quel âge? J'avais quoi? J'avais 39 ans. J'avais 39 ans par là. Et je faisais 120 kilos. Quand je respirais, tu entendais de loin. Parce que quand la graisse a déjà envahi tous les organes internes, même respirer est un problème. Vous voyez les gens qui sont gros, quand ils respirent, vous entendez de loin. Parce qu'ils font un effort supplémentaire pour respirer. Les poumons ne se contractent plus normalement. Marcher était un problème. J'avais mal aux genoux. Je marchais, mes genoux me faisaient mal. Mon corps, mes jambes n'arrivaient plus à porter mon corps. Je faisais 120 kilos. Je vais vous poster les photos. J'étais énorme. Et j'ai pris ce poids très rapidement. J'ai pris ce poids peut-être en 2 ans quand je faisais de la dépression. Quand je faisais de la dépression, j'ai pris un poids énorme parce que je me négligeais. Je mangeais n'importe quoi. Je ne me contrôlais pas. Et surtout, à l'époque, c'est vrai que maigrir aussi, ça demande des moyens. Mais à l'époque, je n'avais pas de moyens. Donc, je mangeais les aliments en... Comment on appelle ça? Dans les boîtes, là, non. Les conserves, les aliments surgelés. Donc, quand je partais au supermarché, je cherchais le moins cher. Et le moins cher, c'est quoi? C'est les aliments surgelés. C'est les aliments en conserve.
Et ça m'a fait prendre du poids. Et croyez-moi, même sur le plan de la santé, hein, j'avais pris un coup. Alors, j'accouche mon fils. J'accouche mon fils. Et voilà, quand j'accouche mon fils, je décide d'entrer à l'école des infirmières. Et c'est donc, quand je commence l'école des infirmières, que je me rends compte que je suis en train de me tuer moi-même. En mangeant mal, en ne faisant pas de sport. Et que si je continuais comme ça, je n'aurais pas la chance de voir mes enfants grandir. Parce que ça va très très vite. Hein. Lorsque vous êtes en surcharge pondérale, lorsque vous êtes obèse, parce que là, je n'étais même plus simplement en surcharge pondérale, j'étais cliniquement obèse. Lorsque vous êtes cliniquement obèse, vous avez donc toutes ces maladies qui vont arriver, le diabète, l'hypertension artérielle, et vous pouvez même faire un infarctus. Ça va très très vite parce que vous avez tellement de graisse dans le corps que la graisse peut se détacher et créer une embolie dans vos vaisseaux sanguins ou alors même dans votre cœur. Donc, vous êtes à risque de toutes ces maladies-là. Vous pouvez même faire un AVC. Donc, c'est quand je commence à faire l'école des infirmières en première année que je décide que non. Parce que je commençais déjà à apprendre. Quand vous allez à l'école des infirmières, on vous apprend les principes de la santé. Et j'ai vu tous les risques que j'encourais et que je me déniais moi-même. Et vous savez, pendant la dépression, pendant que j'étais en dépression aussi, je buvais de l'alcool. Là, je n'en prends plus. Ou alors, je prends occasionnellement. L'alcool aussi est un gros facteur de risque pour l'obésité, les maladies et tout ça. C'est même un des premiers facteurs. Vous avez les premiers facteurs de maladies chroniques. L'alcool, le tabac. Si vous éliminez ces deux choses-là, vous vous donnez une grosse chance. Donc, ce que j'avais fait donc, j'ai éliminé l'alcool. Surtout que comme j'étais pauvre, je buvais de la bière. La bière, c'est la boisson des pauvres. Parce que quand vous buvez de la bière, c'est quoi? C'est 1 euro, 2 euros. Vous ne pouvez pas acheter une bouteille de vin, par exemple. Le vin, c'est aussi de l'alcool. Mais le vin, surtout le vin rouge, hein, le vin rouge pris en petite quantité, ça c'est démontré scientifiquement. Le vin rouge pris en petite quantité peut vous apporter une protection au niveau du système cardiovasculaire parce qu'il contient ce qu'on appelle la substance qu'on appelle du resveratrol. Et le resveratrol, aujourd'hui, je le prends en comprimé pour protéger mon système cardiovasculaire. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, quand je commence l'école des infirmières en première année, en faculté des sciences infirmières, j'apprends tous ces risques-là. Et je décide que non. Mes enfants étaient encore mon dernier fils quand je commence l'université. Il n'avait même pas 1 an. Il avait peut-être 10 mois. Il avait 10 mois. Non. Je décide que non, je vais faire quelque chose parce que je ne veux pas que mes enfants commencent à s'occuper de moi alors qu'ils sont encore tout petits. Parce qu'effectivement, quand vous commencez à avoir les maladies chroniques, à un moment donné, vous êtes incapable de prendre soin de vous. Et pour nous qui avons les enfants, ce sont nos enfants qui vont prendre soin de nous. Aucun parent au monde ne veut voir sa fille de 12 ans ou de 13 ans la laver, l'habiller. Donc, j'ai décidé de prendre soin de moi. Je me suis inscrite en gym. Avant même que je ne m'inscrive en gym, je ne me suis pas inscrite en gym moi-même. Hein. C'est mon médecin qui me fait la consultation annuelle. Quand j'ai atteint 40 ans, on m'a invité pour un passé ici chez nous. Quand tu atteins 40 ans, on t'invite pour un bilan de santé. Et tu dois faire ce bilan chaque année. Donc, quand j'atteins 40 ans, mon médecin m'invite à un bilan de santé. Et je vais au bilan de santé. La première chose qu'on constate, c'est que je suis en surcharge pondérale, je suis obèse. Alors, mon médecin me dit, j'ai plusieurs facteurs à risque.
Je suis noire, africaine. Je suis en surcharge pondérale. Donc, je prends de l'alcool. Je suis à un très grand risque de faire un arrêt cardiaque, un AVC. Et très, très jeune. C'est là où j'ai réalisé ce qui était en train de m'arriver. Effectivement, je n'arrivais plus à respirer. J'avais des problèmes. Même pour respirer, c'était fort. Donc, mon médecin maintenant, parce qu'il y a un programme ici chez nous pour prendre en charge dans les salles de sport les personnes à risque. C'est pour ça que je dis au Cameroun, on aura beaucoup de travail. On aura tellement à faire. Donc, mon médecin m'envoie à la salle de sport de la commune. Donc, c'est gratuit. Et j'arrive à la salle de sport pour la première fois. On prend tous mes paramètres. Parce qu'à la salle de sport, on va te mettre sur un programme de sport. On ne veut pas te brusquer. Parce que comme tu n'as pas fait de sport depuis longtemps, tu as des facteurs à risque, tu as du poids et tout ça. On ne peut pas te commencer brutalement. On te donne donc un coaching, comment on les appelle? Personal trainer. On te donne un personal trainer qui te fixe les objectifs. Il te dit, la première semaine, voici ce que je veux que tu achieves, que tu fasses. La deuxième semaine, d'ici à ce que tu atteignes un mois ici en salle de sport, au départ, j'étais à 120 kilos. Tu as 120 kilos. À la fin du mois, j'aimerais que tu sois à 105 kilos ou 104 kilos. Et puis maintenant, on travaille beaucoup plus. La perte du poids va venir progressivement, mais on travaille d'abord ton endurance. On travaille, voilà. Il me donnait des objectifs. Donc, chaque fois que j'allais en salle de sport, j'avais peut-être 1 ou 2 séances par semaine, vu que j'allais à l'école. Chaque fois que j'allais en salle de sport, on faisait peut-être 30 minutes coachées et puis me laissait 30 minutes faire ce que je veux. Les 30 minutes coachées, parfois, je faisais comment on appelle, le treadmill, le tapis. Il me fait 15 minutes de tapis intense pour l'endurance et tout. Après, il me fait des exercices pour la force, strength exercise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût au sport. Et puis, avec le sport, donc, j'ai aussi commencé à apprendre à réglementer mon alimentation. Donc, c'est comme ça que, en première année, je commence à changer mon alimentation. Quand je vais à l'école, je ne mange plus le tchoukou-tchoukou que je mangeais. Je m'investis. Le matin, je fais ma gamelle, je fais une salade, je fais des œufs bouillis, je fais, voilà, tout ce qui est bien là. C'est comme ça que le poids a commencé à descendre. Le poids a commencé à descendre. Le poids a commencé à descendre. Quand je termine ma formation 3 ans plus tard, je suis à 90 kilos. Donc, de 2016, quand je commence ma formation, à 2019, j'ai perdu presque 30 kilos. Sans même m'en rendre compte. Parce que j'allais au sport au moins 2 fois, 3 fois par semaine. Je faisais de la natation 2 fois par semaine. Une fois avec mes enfants, une fois moi seule. Et tous les matins, avant d'aller à l'école, je faisais parce que je vis à côté d'un parc, je faisais un tour de piste du parc. Le matin, je fais un tour de piste. Et avant d'aller à l'école, c'est comme ça que j'ai commencé à perdre du poids. Donc en 2019, quand j'entre dans le combat, janvier, je faisais 90 kilos. Et j'étais encore bien ronde, mais bien en chair, quoi, mais solide. J'étais bien ronde. Donc, c'est vrai que c'est pas seulement je veux dire, le régime et le sport qui m'ont fait maigrir. En 2019, donc, je tombe malade, vous vous rappelez, après Genève, j'avais fait un mal de dos atroce, atroce. Mon dos était en compote avec l'eau qu'on m'avait giclée dans la colonne vertébrale. Donc, j'ai fait de longs mois de maladie, hein, de juillet 2019 jusqu'en décembre 2019. J'étais gravement malade, mais alors vraiment malade. J'ai perdu près de 50 kilos dans la maladie. Je faisais 40 kilos, j'étais maigre. Je me rappelle, tous les combattants m'appelaient pour me dire que Sandy, tu vas mourir. Arrête le combat là. Mais un jour, je suis au travail. Et il y avait toujours le combat, je partais. J'étais légère comme le papier, mais je gueulais. J'étais une djanga, mais quand j'arrivais au front, je gueulais. Que même les sardinats me regardaient et se disaient que celle-ci, si on la pousse, elle va mourir.
Je m'appelle un jour, en 2019, j'étais au travail. Calibri m'appelle. Je ne sais pas, il avait vu ma vidéo. On était allé protester contre on était allé protester contre le dialogue à l'ambassade. J'étais avec, comment le gars là, j'étais avec Brice Ninche et j'étais avec le Banen de Yingi. Nous étions 3. On est arrivé à l'ambassade. Ils avaient organisé les consultations pour le grand dialogue à l'ambassade. On est arrivé là-bas, on allait protester. J'ai gueulé là-bas, j'ai gueulé mon ami. Mais j'étais tellement maigre, j'étais faible. Je vais vous dire un secret, je vais vous avouer quelque chose. Hein. Pour aller au manif à l'ambassade, pour aller protester quand j'étais malade, je me bourrais de médicaments. Je prenais des antidouleurs parce que j'avais mal partout. Tout le corps me faisait mal. Depuis juin, quand les Suisses m'ont arrosé le dos, j'ai souffert pendant très longtemps de douleurs atroces. Tout mon corps me faisait mal. Je ne marchais jamais sans mes médicaments. Ceux qui me connaissent dans le combat peuvent vous dire, quand vous ouvrez mon sac, il y a toujours plein d'antidouleurs. C'est comme ça que je faisais pour aller au manif. Je me bourrais d'antidouleurs parce que le corps me faisait mal de partout. Donc, Calibri m'a vu à cette manif, il m'a appelé. Il me dit, maman Sandy. Je dis, oui, mon fils. Parce que je l'ai toujours appelé mon fils. Hein. Oui, mon fils. Il me dit, maman, il pleurait. Calibri pleurait à chaudes larmes. Calibri pleurait à chaudes larmes. Il pleurait. Il me dit, maman Sandy, je vais chercher l'argent, je te paye, tu vas te reposer, je te donne. Je réserve un hôtel quelque part, tu te reposes. Maman, laisse le combat comme ça, repose-toi. Je lui demande pourquoi. Il me dit, maman, je t'en supplie, on ne veut pas te perdre, va te reposer. Ça ne va pas. Et moi, j'ai pris ça comme une insulte, mais pourquoi il me dit qu'il doit me reposer alors que le combat vient de chauffer? Mais eux, les gens qui me regardaient à distance, me voyaient en train de mourir à petit feu. Mais moi, je ne me voyais pas mourir. Moi, je savais que ça n'allait pas, j'avais mal, mais je forçais. Il y a même un gars ici au UK qu'on appelle Frank Diaga. Frank Diaga m'a appelé un jour. Frank Diaga me dit, Sandy, tu vas mourir. Je l'ai insulté. Il dit, mouf, chien, tu me dis qu'elle va mourir, tu es Dieu. Il dit que Sandy, je te dis que tu vas mourir, tu es en train de mourir. J'ai lavé Frank Diaga le jour là. Il me dit, non, tu ne te vois pas. Nous qui te voyons, on te voit en train de mourir. Tu vas mourir. Même les Sardinas ici, quand je faisais le live, ils m'écrivaient que tu vas mourir avant Paul Biya. Les commentaires méchants qui venaient me mettre. Que te voilà, regarde comment tu es, tu vas bientôt mourir. Tu vas mourir avant Paul Biya. J'avais maigri. Donc, la maladie aussi a contribué à ce que je perde du poids. Et à l'époque, j'étais plus maigre que ma fille qui avait, à l'époque, elle avait 10 ans, 11 ans. J'étais maigre, vraiment maigre. Donc, lorsque j'ai décidé de me soigner, je me suis soignée. J'ai enfin suivi les conseils, je me suis soignée. Je suis allée à l'hôpital, on m'a fait tous les tests et tout. Donc, j'ai commencé à prendre un traitement pour améliorer les douleurs qui me causaient tout ça. Et donc, là, j'ai repris du poids. En 2020, j'ai repris du poids un peu. J'ai repris du poids. Sauf que quand je reprends du poids en 2020, je reprends du poids brutalement. Je commence à manger encore sauvagement. En 2020, j'ai repris. Je faisais quoi? Je faisais dans les 80 kilos. Donc, je mangeais, je buvais la bière, je buvais. Mais quand je me rends compte que non, j'ai trop de poids. Et il y a des personnes proches de moi qui me disaient toujours que non, Sandy, c'est vrai que tu es belle avec tes rondeurs, mais perds un peu de poids parce que, voilà, pour ta propre santé et tout. Et moi, je n'aimais pas qu'on me disait ça. Parce que vous savez, la vérité, parfois, ça fait mal. Quand les gens me disaient ça, moi, ça m'énervait. Ça m'énervait parce qu'on me disait la vérité. Et comme j'étais dans une lancée, vous savez, le combat, si ça nous stresse beaucoup, hein. Surtout, nous qui sommes sur le terrain. Quelqu'un comme moi qui voyageait en moyenne 3 fois par mois quand le combat chauffait. C'est-à-dire que je ne faisais économie d'aucun effort dans le combat. J'étais toujours parti. Vous imaginez le niveau de mon corps était toujours en stress, quoi. Le niveau de stress que j'endurais. Et donc, pour gérer tout ça, parfois même pour dormir, mais on devient insomniaque. Le sommeil, je ne dors plus la nuit. On devient insomniaque. Et tout ça, ça affecte la santé. Donc,
Oui, de temps en temps, je prenais une bière ou deux pour, voilà, pour pouvoir trouver le sommeil, pour m'endormir et tout. Euh, mais non, à un moment donné, en 2021, surtout avec ce qui m'est arrivé, vous savez, quand j'ai été exposée dans la toile et tout, c'est là où j'ai décidé de me reprendre en main, de ne pas laisser cette histoire m'affecter, me détruire, parce que c'était ça l'objectif. Ceux qui l'ont fait voulaient effectivement me détruire, voulaient me voir disparaître, ils voulaient me voir anéanti. Et je décide de me reprendre en main. Et je leur dis merci, hein, parce que c'est grâce à eux que je suis là où je suis aujourd'hui. Et je suis toujours en train de progresser. Eux, en croyant me faire du mal, m'ont ouvert les yeux sur ce que j'étais en train de gaspiller ma vie, en fait. Gaspiller ma vie à être avec des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont même pas de potentiel, qui n'ont rien. J'étais en train de gaspiller ma vie. Donc, je leur dis merci. Si vous croyez que avoir publié mes vidéos, mes photos, il n'y a pas de vidéo de moi. Il n'y en a pas. Sauf s'ils m'ont filmé quand je dormais. Et ça, c'est très lâche. Mais ils ont sorti des photos de moi, qu'ils ont volées même dans mon téléphone. Hein, ça, il faut le dire. Ils ont cru qu'ils allaient m'anéantir. Ils ont cru qu'ils allaient me finir. Ils ont cru qu'ils allaient me pousser au suicide. D'ailleurs, ils ont dit que leur but, c'était de me pousser au suicide. Ils ont cru qu'ils allaient me chasser du combat, que j'allais disparaître, j'allais être zéro. Mais Dieu merci. Et ça serait arrivé quand j'étais encore dans l'état d'esprit dépressif. Ça serait arrivé si j'étais encore en dépression. Mais je leur dis merci parce que grâce à eux, j'ai réalisé que j'étais en train de... J'ai passé 1 an à gaspiller ma vie. Et donc, j'ai décidé de me reprendre en main. Et aujourd'hui, professionnellement, personnellement, physiquement, je suis au top de ma forme. J'en profite ici pour remercier quelqu'un, pas quelqu'un de très particulier, hein, qui m'a accompagné pendant toute cette période-là. Quelqu'un qui était à mon chevet de jour comme de nuit, qui m'a prodigué des conseils, qui m'a consolé, qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a appris que j'avais de la valeur. Je dis merci à cette personne. Et c'est vrai que... excusez-moi, hein, j'ai jamais parlé comme ça de cela. Mais oui, j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là. Il y avait des personnes très bienveillantes autour de moi qui ont donné de leur temps, de leur amour pour m'aider à remonter la pente. Et ça, je leur serai toujours reconnaissante pour ça. Je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. Je ne crache pas sur les efforts des gens, aussi petits soient-ils. Tous ceux qui me côtoient savent que je suis quelqu'un de... Je suis quelqu'un de très généreux de nature. Je donne sans compter. C'est-à-dire quand j'aime, que ce soit ma famille, mes amis, j'ai toujours besoin de donner. Pour moi, c'est ma façon de manifester mon amour. Et ça me vient de mon père, parce que mon père était quelqu'un de très généreux. Mon papa, c'était quelqu'un qui, même s'il n'avait rien, le peu qu'il avait, il le partageait. Alors, je dis merci à cette personne-là, et surtout à cette personne particulière qui m'a vraiment, qui m'a épaulé, qui a lutté mes luttes, qui, pendant que j'étais à terre, s'est battu comme un beau diable pour me restaurer. Je lui serai toujours reconnaissante. L'être humain étant l'être humain, on commet des erreurs, on fait des fautes. Et pour moi, le plus important,
Chaque fois que j'ai fait du tort à quelqu'un, chaque fois que j'ai fait du tort à quelqu'un, même si on est fâché et que, voilà, parce que moi, ma colère, elle est grosse, hein. Comme vous me voyez, je suis dans le combat. C'est comme ça que je suis dans la vie. Je fais tout à 500%. C'est-à-dire, quand j'aime quelqu'un, je l'aime à 1800%. Quand je me fâche aussi, je me fâche à 3000%. On dit que ma colère, elle est grosse. Je verse tout. Drop, on verse tout par terre. Et après, quand j'ai fait ça, quand j'ai versé ma colère, c'est fini. Et moi, je pars. J'ai oublié. Je ne garde rien dans mon cœur. Je ne garde pas rancune. Mais sauf que ma colère, et ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui me, même dans les groupes WhatsApp et tout, c'est pour ça que j'évite même déjà tout ça. Parce que quand je me fâche, parce que j'évite tout ce qui va me causer du stress en ce moment. J'ai décidé d'éviter tout ce qui peut me causer du stress. Parce que le stress, ça apporte la maladie. Le stress, ça te fait... Vous rappelez, à un moment donné dans le combat, j'avais vieilli. J'étais comme une grand-mère de 75 ans. C'est le stress de ça. Parce que tu te réveilles le matin, tu ouvres le groupe WhatsApp. Maman, c'est les injures que tu veux voir. Quelqu'un se lève, il t'insulte copieusement. Et quand il t'insulte comme ça te pique. Toi aussi, tu vas répondre. Et c'est comme ça que toute la journée est partie dans les ping-pong, des insultes, des injures et tout. Et on est tous dans le même combat. On est tous dans le même combat. Quelqu'un se réveille, il a un problème avec quelqu'un d'autre. Toi, tu viens un peu commenter. Hey, maman, c'est toi qui portes. Et comme moi, alors, parce que moi, je pique comme le piment. Je pique. Tous ceux qui me connaissent, savent que je chauffe comme le piment. Donc, quand ça commence comme ça, maman, j'avais fait une engueulade avec Anango. Anango s'était chamaillé dans le groupe pendant 3 jours non-stop. J'étais au travail. Dès que mon téléphone fait pip, je vais aux toilettes, je regarde, je vois qu'Anango m'a insulté. Grosse vache, machin, ceci. Je pars, je laisse le voice aussi, je l'insulte. Chien, tu crois que tu es qui? Tout ça, je remets dans la poche, je cours. Je n'ai pas donné une injection. Mon téléphone fait encore ping. Je regarde, je vois que c'est Anango qui a répondu. Donc, vous voyez, le combat prend le dessus sur tout, sur ta vie. Le combat, ça dit que... Et le stress de ça, parce que tout, tu es sous stress permanent. Donc, j'ai décidé de m'éviter cette peine-là. Et je m'en porte mieux depuis. Je m'en porte très bien. Les insultes de Facebook, ça, je gère encore. Ça me zéro, rien à cirer. Ça glisse sur moi comme une cuille. Mais c'est réveiller tous les jours et voir que quelqu'un qui est dans le combat avec toi, parce que vous avez une opinion divergente sur un sujet, t'as déjà insulté, t'as rappelé que tu es ici, t'as rappelé que tu es ça. Mais non. Non, 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 non. Donc, oui, les gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, je leur serai toujours reconnaissant. Ils se reconnaissent, qu'ils sachent qu'ils sont loin des yeux, près du cœur. Et que quoi qu'il arrive, c'est dans les moments difficiles qu'on sait qui est qui. C'est quand vous êtes en difficulté. Les vrais amis, c'est pas quand vous êtes bien. C'est pas quand vous êtes en abondance, quand tout vous sourit. C'est les profiteurs qui viennent à ce moment-là. Les vrais amis, c'est quand vous êtes par terre. C'est là où on connaît qui est qui. C'est là où on sait qui a de l'affection pour vous. Donc, cet épisode-là m'a permis de me reprendre la main grâce à ces personnes qui étaient autour de moi et particulièrement cette personne qui m'a vraiment motivée, qui m'a donné l'exemple de Nathalie Koa, qui m'a dit que regarde Nathalie Koa a subi la même chose que toi et pire parce que elle, c'était dans le monde entier, sa nudité, son sexe était dehors et tout, mais regarde comment elle s'est reconstruite, regarde comment elle a changé radicalement son physique, elle a changé son look, elle a progressé professionnellement et tout. Tu peux le faire. Cette personne était toujours à mes oreilles pour me dire ça. Que prendre Nathalie Koa un exemple, si elle a pu traverser cette période, et ça l'a même d'ailleurs rendue plus célèbre, plus forte et tout, toi aussi tu peux le faire. C'est donc ainsi que je me remets au sport. Je me remets au sport, je commence à... C'est vrai que c'était pas facile, hein, je vais pas vous mentir, je trichais. Même maintenant, je triche. Je fais pas au sport autant que je le voudrais. À l'époque, à un moment donné, je faisais beaucoup. Mais après, vous savez, il y a des moments, vous arrivez au pic, après vous chutez. C'est comme ça, la vie n'est pas
tout ce qu'on fait dans la vie n'est pas rectiligne. La vie n'est pas une ligne rectiligne. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc même dans le sport, il y avait des moments où vraiment j'étais au pic, où chaque matin quand je me réveillais, j'avais la pêche. Je sortais faire un petit jogging, je partais en salle de sport avant d'aller au travail, ou alors au retour du travail, je m'arrêtais en salle de sport. Je faisais peut-être 30 minutes de tapis, de musculation et tout. Mais voilà, je me suis remise au sport, j'ai repris mon contrôle alimentaire. Je mange, hein. Là même récemment, j'ai pris du poids comparativement à quand j'étais au combat de Nganou en Arabie Saoudite, j'étais très mince. Quand j'étais en Arabie Saoudite, je faisais 65 kilos. Là, je suis à 70 par là. Donc, j'ai repris. Quand vous m'avez dit que oh, Sandy, c'était bien quand tu avais le poids, vraiment, il faut reprendre. Vous, là, vous dérangez aussi. Hein. On est gros, vous dites qu'on est gros. On maigrit, vous dites qu'on a trop maigri. Et les Sardinats venaient m'insulter que tu as le sida. Tu as le sida. Ça a commencé par Sébastien Ebala qui avait fait un post pour dire que j'ai le sida. Ils ont commencé à écrire partout. J'ai donc dit que, ok, je vais reprendre du poids. Donc, dès que je suis rentrée de Dubaï, j'ai fait de mars, avril, nous sommes en mai, 2 mois, où je mangeais vraiment africain avec l'huile de palme. J'ai fait le corps des bassards avec plein d'obstacles, les pots de viande, les pots de bœuf, les noix de palme, l'huile de palme, je faisais les beignets haricots. J'ai vraiment pris du poids comparativement à quand j'étais à Dubaï. Regardez, là maintenant, excusez mon bordel, hein. Moi je suis très bordélique. Regardez, j'ai pris du poids, non? J'ai un peu pris du poids là. Donc là, j'ai décidé de prendre un peu de poids. Mais le maximum pour moi, c'est voilà 70 kilos parce que je fais 1,65 m de hauteur. Je ne veux plus retourner à 80 kilos, même pour ma propre santé. 80 kilos, c'est trop. Donc voilà. Et les aliments gras ne me manquent pas. Avant, je mangeais les saucisses, les choses comme ça. Je bouffais ça jusqu'à les chips. Maman, chaque jour quand je sortais avec mes enfants, on partait au McDonald's, au KFC et tout ça. Je commandais le chinois au moins 1 fois par semaine. Je restais à la maison comme ça, je commande le chinois. Aujourd'hui, ça ne me manque pas. J'étais devenue addicted au KFC. Vous connaissez les ailes de poulet de KFC qui sont un peu pimentées là, non? Je mangeais ça jusqu'à... Chaque jour, dès que je rentre du travail, je m'arrête d'abord au KFC. Et si vous avez constaté, quand je faisais souvent mes vidéos au travail, je buvais toujours le Fanta, non? Je buvais, voilà un autre élément. C'est vrai que je buvais le Fanta sans sucre, mais toutes les boissons gazeuses ne sont pas bonnes. Pour votre ventre, quand j'ai arrêté de boire les boissons gazeuses, mon ventre s'est dégonflé comme ça. Et pour les astuces, je vais vous donner d'autres astuces, des choses que je fais, des petits trucs que je prends pour m'aider quoi. Mon ventre, je me rappelle qu'à Genève, j'avais un gros ventre. C'était le ventre de la bière. J'avais un gros ventre. À Genève, là, j'avais le gros, dit Boumla Gari, mon ami. Et je n'avais pas moi honte de mon ventre. Hein. Je sortais ça, celui qui n'est pas content, c'est son problème. Je sortais mon gros ventre. Maintenant, mon ventre a quand même diminué. C'est vrai que je peux le raffermir, mais je me tue pourquoi, gars? Je fais petit à mon niveau. Je fais à mon niveau. Je fais petit. Je vais aller me tuer que je vais devenir qui Naomi Campbell à presque 45 ans. Pour plaire à qui? Pour plaire à qui? Qui va me donner plus que ce que j'ai déjà? Ah, s'il y a un homme là qui peut m'élever plus que ce que je suis déjà, qui se signale. Donc, voilà ça. La perte de poids, vous savez, pour nous les femmes aussi, hein, c'est très important psychologiquement. Je me rappelle quand je faisais la taille 52. Je faisais la taille 52. Pour trouver mes vêtements, c'était difficile. C'était dur. Je commandais parfois aux États-Unis pour pouvoir porter ce qui me plaisait. C'est vrai qu'au UK, il y a les vêtements de toute taille. Hein? Il y a les vêtements de toute taille. Mais parfois, pour les robes comme ça, pour sortir et tout, il fallait que je commande aux États-Unis. Maman, n'oublie, tu te bats pour ton beau-frère là. Hein?
Mais je vois comment tu es en train de battre campagne pour Maga Diaspora. Tu es en train de battre campagne pour ton beau. Le beau des beaux. Le beau des beaux. Ouais. Donc, même pour, parfois, comme je voyage beaucoup, parfois, je pars faire les magasins, surtout dans les pays de l'Europe. En France, par exemple, c'est impossible de trouver des vêtements taille 52. Je me rappelle la première fois que je suis allée à Paris, j'étais justement au top, j'étais à 120 kilos. Je vous assure. C'est quand je suis arrivée à Paris pour la première fois, nous sommes en 2016. J'étais à 120 kilos. Parce qu'au UK, quand tu es gros, tu ne te rends même pas compte que tu es gros. Parce que tout le monde est gros. La plupart des gens sont gros. Comme quand tu pars aux États-Unis. Quand j'étais allée aux États-Unis, j'étais bien grosse. Mais je me suis sentie mannequin. Parce que eux, alors, ils sont gros jusqu'à ce n'est pas bon. Je voyais les femmes, les grosses cuisses comme ça, la maman. Tu vois la cuisse d'une Jenga. C'est comme la roue du camion. Quand tu vois la cuisse d'une gars aux États-Unis, c'est comme la roue du camion. Elles sont larges. Quand je suis allée aux États-Unis, moi qui croyais que j'étais bobolo, je me suis sentie mannequin. Mais quand j'arrive en France, c'est là où je réalise que tout le monde est fin. La plupart des Français sont fins. Bon, moi, à l'époque, je ne fréquentais pas les Camerounais. Hein. J'étais dans le milieu européen parce que, voilà, j'ai toujours fréquenté même mes amis au UK, c'est des Européennes. Donc, dans le milieu des Européens à Paris, les femmes sont fines. Elles sont très fines. C'est là où je me sentais un peu complexée. Je regardais autour de moi, je voyais personne n'avait ma corpulence. Je me suis dit que, oh, c'est vrai, hein, au UK, hein, on s'en fout. On ne gère rien au UK. Les filles boivent la bière au UK, mon ami. Elles exposent leur gros ventre. On s'en fout. C'est pour ça que moi, je suis comme je suis, parce que j'ai l'esprit anglo-saxon. Les anglo-saxons sont très libertins. Hein. Bon, pas libertins, c'est le mauvais mot. Les anglo-saxons sont très, comment je vais dire, très libres dans leur tête. Il n'y a pas de jugement. On ne juge pas les gens chez les anglo-saxons. On ne juge pas les gens. Chez nous, une chaîne de vêtements fait les vêtements. Il ne fait pas de vêtements pour personnes obèses. On peut lui porter plainte pour discrimination. C'est pour ça que tous les chaînes, tous les magasins ont la section ronde. Ils ont les vêtements normaux, ils ont aussi les vêtements pour ronde. Donc non, au UK c'est free mon ami. D'ailleurs les Anglais aiment les grosses femmes. Hein? Les Anglais adorent les grosses femmes. Quand j'étais au Cameroun, on disait toujours que oh, les Blancs n'aiment pas les femmes là, grosses. Les Blancs aiment les filles fines. C'est pour ça que quand vous partez à Akwa, vous les voyez là-bas, les moustiques, les chochoros, les nyamangolons, elles sont là-bas comme les sauterelles. Tchaka, 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 avec leurs maigres pieds, parce qu'elles cherchent le blanc. Mais quand j'étais au Cameroun, j'ai toujours été ronde. Hein? J'ai toujours été ronde. Mon mari m'a aimée, j'étais ronde, j'étais bien ronde. Dans mon adolescence, j'avais les muscles, j'étais musclée. J'étais comme le bulldozer, mon ami. J'étais comme le caterpillar. Quand je te portais comme ça, tu sentais qu'une fille t'a porté. Oh, j'ai vieilli. J'ai dit que j'ai vieilli. Ceux qui m'ont connu dans ma jeunesse, quand je marchais, rien que ma démarche, je tapais les pieds au sol, tout, tout, tout. Tu sentais que voilà la fille qui vient. Mon surnom au quartier, c'était Zakougla. Mon petit, les amis m'avaient surnommé Zakougla, Zach de Zach. Quand je passais, on disait Zach de Zach. Si j'étais fille, mon ami, et je jouais au ballon, hein, je jouais au foot. Je partais, la première salle de sport qui avait ouvert au quartier, je portais le fer là-bas. Mes épaules étaient carrées comme les épaules d'un homme. Je soulevais le fer, je soulevais. Mouf, même les gars qui me draguaient là avaient le cœur. Même les gars qui me draguaient là avaient le cœur. Hein. Parce que quand je me revois dans mes 18 ans, mon ami, j'étais la machine. J'étais le... Mais mon père m'appelait que... Mon père m'avait surnommé que... Mon père m'avait surnommé que son bulldozer. Parce que quand je me réveillais le matin, en 1 heure de temps, j'ai déjà fini tout le travail dans la maison. À 4h, 5h du matin, je pars PK11, PK12
puiser l'eau. Je portais la bassine de 40 kilos sur 40 litres sur ma tête. Vous connaissez les grosses bassines en aluminium là, non? Les grosses bassines que les mamans au quartier là, en aluminium. La bassine de 40 litres. Je chargeais comme ça 40 litres. Aller-retour, je fais 2 tours ou 3 tours d'eau. Parce qu'à 14, il n'y a pas l'eau. Nous, on partait toujours puiser l'eau le matin. Donc, avant d'aller à l'école, tu puises l'eau, tu remplis le fût. C'est avec ça que vous allez vous laver, la maman va faire la cuisine, ainsi de suite. Donc, tous les matins, je chargeais sur ma tête 40 litres, aller-retour. Pendant que mes soeurs portaient les seaux de 20 litres là et tout, moi, je mettais 40. Mais tu me voyais, j'avais les mollets comme pour Kengo de fois, mon ami. J'étais solide. J'étais une fille solide. Après ça, je pars jouer au foot là-bas comment on appelait l'école là, à PK14. Ouais, là où on joue le 2-0 le soir. Je joue au foot, hein. Je joue au foot. Je joue au foot. Oui, même, bon, parfois à la Citabac, il y avait le rang. Le rang était tellement long. Pour puiser l'eau à la Citabac, il fallait sortir même à 3h, 4h, tu peux déposer ton fût. Tu déposes. Bon, nous, on multipliait les stratégies. Parce que si tu te limites à une stratégie, tu n'auras pas l'eau. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On déposait un fût à la Citabac. On déposait un fût à la Comavic. Parce que la Comavic, c'est une ferme de poulets pas loin de chez nous. Donc, tu déposais le fût à la Citabac. Tu déposais le fût à la Comavic. Ma mère avait acheté 2 fûts. Les fûts bleus, là. Et puis maintenant, s'il n'y a pas l'eau, si ton tour n'est pas encore arrivé, que tu dois aller à l'école, parce que quand vous mettez les fûts en rang comme ça, les fûts en rang, si l'heure d'aller à l'école n'est pas encore, et que tu n'as pas encore eu l'eau, c'est là où je prends donc la bassine. Je m'en vais à PK12, là où il y a le forage. Je ne peux pas puiser l'eau au forage. À l'époque, hein, maintenant il y a les forages un peu partout. Mais à l'époque, c'est comme ça qu'on partait puiser l'eau. Tu marches avec l'eau sur ta tête, tu verses même un peu. C'est-à-dire que, et tu t'arranges à ne pas trop gaspiller l'eau. Parce que quand tu marches avec la bassine, l'eau se... Tu connais la Comavic, non? Ah non, voilà, on partait à la Comavic. La Comavic. La Comavic. Les histoires qui se passaient à la Comavic, c'était le Mamie Pi. La Comavic, hein. Tonton Kengo de fois, maman, ce sont ces mollets qui me retiennent encore. À la Comavic, il y avait les histoires, maman. En tout cas, voilà, au stade de Pierre Bonneau. Au stade de Pierre Bonneau, voilà, c'était à Pierre Bonneau qu'on partait jouer au foot. Toi, tu me connais. Ah non, là, toi qui es en train de parler, là, tu me connais. Tu me connais. Maman, la bagarre qu'avait déclenché au quartier, la bagarre de ça. Ma co-épouse, elle est là. La fille Bassa qui était venue m'agresser avec sa soeur. On est devenues copines. Ma co-épouse était venue m'agresser. Je sortais de l'école. J'étais à l'université. Donc, je rentrais de l'école. J'étais en taxi. Maman, vous savez comment les universitaires font leur petit nyanga, non? J'avais mis mon petit jean et tout. J'étais un peu sexy, un peu nyanga. Je vois une fille qui vient vers moi. Elle vient m'agresser avec sa soeur et son frère. Ils sont venus à 3 pour m'agresser. La bagarre de ça. La lutte de ça. Tout le quartier était sorti. Zakou, la Zach de Zach. Mon ami. Dans mes 19 à 20 ans, qui me pouvait? Venez même à 4. J'ai la stratégie de la lutte. Quand vous venez nombreux, comme c'était sur elle qui comptait, non, que bon. Maman, quand j'ai attrapé la girafe là au cou, j'ai mis par terre. Bagarre terminée. Tous les autres ont fui. Quand vous venez nombreux pour m'attaquer, vous venez même en groupe pour bagarrer avec moi. Je ne vais pas m'embrouiller et dire que je vais donner un coup ici, donner là-bas. Non, 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 non. Quand je suis en danger, je ne parle plus. D'ailleurs, moi, je ne parle même pas beaucoup dans la vie normale. Hein, je ne parle pas. C'est Facebook qui me fait bavarder. Je ne suis pas quelqu'un qui parle. Je suis quelqu'un qui réagit et je réagis toujours violemment. Je réagis toujours excessivement. Donc, quand vous venez en groupe là pour m'attraper la bagarre, la fille de Kabolok, vous me pouvez, je calcule un parmi vous tous. Je calcule un, c'est avec lui que je vais mourir. Celui que j'attrape, il meurt avec moi, je ne le lâche pas. Et si je t'attrape dans la bagarre, tu vas regretter. Et si je réussis à mettre mes mains sur toi, tu peux tout faire tant que je ne mets pas les mains. Quand je t'attrape là,
Tu vas lire en toutes les langues. Je ne meurs pas comme ça. Vous venez en groupe m'attaquer. J'attrape un. Pendant que vous me tapez, moi je le tape. C'est lui-même qui va vous dire que non, laissez-la. Laissez-la. Elle veut déjà me tuer. Parce que j'ai des endroits stratégiques que si je t'attrape sur ça, tu vas crier comme le porc. Et là où j'attrape là, je mets les mains. il faut se lever tôt pour enlever les mains là. Il faut se lever tôt. Non, 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 je vous disais que c'est comme ça en fait. Prendre soin de soi, hein. Prenez soin de vous. Mon métier d'infirmière m'a beaucoup aidé. Parce que comme j'aime aider les gens, j'adore mon métier. J'aime quand j'arrive, je trouve quelqu'un qui ne va pas bien, je fais une différence dans sa vie. Ça me donne, c'est ça qui me fait courir, quoi. C'est ça qui me fait courir. J'aime aider les gens. Je suis née pour ça. Il n'y a rien d'autre qui me donne satisfaction comme aider les gens. C'est pour ça que quand je suis autour de moi, je donne même plus que ce que j'en ai. À un moment donné, ici, on m'accusait que je corromps les combattants, que, oh, Sandy corrompt les combattants, elle achète des combattants. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas m'empêcher. Chaque fois que je voyage, j'ai toujours un bonbon, j'ai toujours un petit truc à donner. Je ne marche pas comme ça. Quand quelqu'un me rencontre, soit j'ai un bonbon, soit j'ai un truc. Je vais même vous montrer, j'ai plein de bonbons que j'ai achetés pour les enfants. Je ne peux pas m'empêcher. Donc j'adore mon métier. Dans mon métier, donc j'apporte ça. J'aide les gens. Et ça me fait dormir tranquillement. Quand je rentre chez moi, sachant que j'ai aidé quelqu'un, j'ai fait de la différence dans sa vie. Alors, mon métier m'a aidé moi-même parce que je me suis rendu compte que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres. Si je ne suis pas en bonne forme, en bonne santé, je ne peux pas aider les gens à être en bonne santé. Quand j'arrive au travail le matin, si je n'ai pas la pêche, si je ne suis pas en train de sourire, en train de danser, en train d'apporter la bonne humeur, mes patients n'auront pas la qualité du service que je veux leur donner. Donc, pour donner un service à la hauteur de mes expectations, il faut que je sois au top de ma forme. Il faut que je sois au top de ma forme. C'est dur, hein, le métier d'infirmier, c'est très, très dur. Chez nous au UK, c'est 12 heures, 13 heures la journée. Vous êtes sur vos pieds. Et chez nous, les infirmières font la même chose que les aides-soignantes jusqu'à faire même le travail des infirmiers. Donc, vous lavez les patients, vous les changez, vous ramassez le vomi, vous ramassez tout ce que vous connaissez. Donc, c'est un métier très, très difficile. Et pour le faire au top, au meilleur, il faut être en bonne forme physique. Donc, mon métier m'a aussi beaucoup aidé. Et pour aider les autres, je dois d'abord moi-même être en bonne forme physique. Je salue mon petit frère qui est passé là, mon petit frère Willy. Bonjour petit frère. Bisous, bisous, bisous. Donc, c'est ça. Je vous raconte vite fait avant de partir parce que là, je crois que je me suis laissé emporter par les commentaires. Et aussi, je vais vous dire, lorsque le président fait son discours, sa sortie, ce n'est pas un discours, hein, c'était un point de presse. Lorsque le président fait son point de presse vendredi à 11 h, j'étais déjà en route pour l'aéroport. Et donc, en sortant pour ma conférence, je n'ai pas pris ma tenue militaire. Parce qu'évidemment, je viens à une conférence. J'écoutais la conférence de temps en temps parce que les gens me bipaient dessus, mais je ne pouvais pas vraiment écouter parce que j'étais en plein aéroport en train de voyager. Vous savez, il faut contrôler les heures, il faut mettre la valise, il faut. Donc, je n'ai pas vraiment suivi, même jusqu'à présent, j'ai suivi des parties, mais je n'ai pas entièrement suivi le discours du président. Donc, j'arrive à Stockholm le vendredi dans la nuit à 23 h, le temps de dormir. Samedi matin, il fallait que je m'apprête rapidement, que je mange même parce que j'avais faim. Je n'ai pas mangé tout le vendredi, je n'ai pas mangé. Que je mange d'abord très tôt et que j'aille à la conférence. La conférence est finie hier soir.
je me suis un peu baladée dans Stockholm. Et ce matin, je m'entretiens avec vous. Je vais aller à la conférence. Je crois que ça va finir tard parce qu'on a un after après ça. Et donc, c'est lundi. Je pense que lundi, ça va finir un peu tôt. Lundi, je vais faire le décryptage parce que le père a fait fort. Notre père a tchouqué en plein dans le fémur. Et on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Et sous ces doit lire. Et nous, ici en diaspora, nous refusons, je dis bien, on refuse les conditions que l'ECAM a mis là. On n'accepte pas ça. S'il n'enlève pas ces conditions pour que les Camerounais s'inscrivent, personne ne va voter en diaspora. C'est ça qui est ça. Je répète, pas d'inscription, pas de vote. Si vous n'enlevez pas vos conditions là, le jour du vote, nous tous on sera à l'ambassade et on va voir qui va voter. Donc je vais... Non, ne vous inquiétez pas, je suis l'oncle Kamto. Il n'y en a pas deux, c'est moi le tam-tam de Kamto. Depuis là, vous avez vu, je n'ai pas tapé le tam-tam de Kamto, je n'ai pas encore tapé. Et c'est pour ça que ça n'a pas encore fait de bruit. Quand je vais taper le tam-tam de Kamto, Yaoundé va trembler. C'est moi, l'oncle Kamto. Je suis le tam-tam de Kamto. Et j'ai même ajouté Ninche dedans, parce que même le père là, tchouk fort. Il tchouk très fort. Rappelez-vous que Père Ninche a porté plainte contre Soussé. Rappelez-vous, hein. Donc, dès que je termine ma conférence, ça va chier des bulles. Je vais acheter la tenue militaire parce que cette sortie mérite la tenue militaire. Je vais aller acheter la tenue militaire demain. Demain, je porte ma tenue militaire. Je mets mes galons de général. Oui. La sortie de mon père. Le père Tchouké, il a cassé le fémur. Je n'ai jamais vu mon père fâché comme ça. Mon père était en colère. Et ça ne peut pas passer comme ça. On doit casser le fémur de ces gens-là. Je dis que demain, je ferai une sortie musclée. Je dis bien musclée. Je vais faire une sortie musclée. Pour amplifier les muscles de mon père. Parce que pour une fois, mon père sort les muscles. On l'a traité de mou, on l'a traité de lent. Donc quand quelqu'un veut être républicain, vous pensez qu'il aime Boutoukou? Depuis 2018, le président élu est dans une posture républicaine. Il a dit le changement se fera dans la paix. Et il a respecté sa posture de paix. Alors que les gens là ne nous amènent pas à faire ce qu'on... Parce que nous on est capable, hein, qui ne pense pas qu'on n'est pas capable. On se calme seulement parce que le Père nous a dit que c'est la paix. Mais s'ils font niaque, on baisse tout par terre avant de ramasser. Et on est capable de le faire. Et on le fait très très vite fait, même très vite fait. En face c'est maïs. En face il y a quoi? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Donc demain, je sors, je mets ma tenue militaire. Si vous me voyez en live demain avec la tenue militaire, ça va chier des bulles. Et Soussé va se cacher en bas de son lit. Et ici en diaspora, le match commence. Ntambade Fosenta. S'ils veulent que nous, on tchakala, on tchakala. Mais vous avez les esprits comme nous. Moi, souvent, ça me frustre même parce que j'ai envie, j'aime la bagarre. J'adore la lutte. C'est quand il y a la mtchamla que ça me gratte. J'aime ça. J'aime. J'aime quand ça tchouk. Donc, quand on nous amène des affaires de paix, tout ça, parfois, ça me fatigue. Je dis que, ouais, mais supportons quand même, c'est le père qui dit que paix. Parfois, on dit, oh non, je dis, ouais, papa dit que la paix, non, supportons quand même. Faisons la paix, faisons la paix. Mais, il ne faut pas que les gens l'exagèrent. Il ne faut pas qu'ils croient que la paix veut dire autre chose. La loi n'est pas le loisir, comme dit Motanguigna. La loi, ce n'est pas le loisir. Bonjour Marie-Paulema, Jérôme Potago, Fantomas Tazan, je te fais bisous.
Victorine Tchatchouan, bonjour. Je vous adore, les gars. Tu as que Jacqueline. Bonjour. Non, 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 non. Le Père a donné le ton. Et on doit monter en puissance. Ça revient à ce que mon camarade Kamer Kodia disait l'autre jour. Et il était très en colère. Et il avait raison. La sortie que j'ai faite avec Kamer Kodia, Père Wako et Bertie le Camille, Port de l'Ouest. Mais c'était clair, les gars en ont marre. On en a marre. On en a marre. On ne veut plus. On ne veut plus que ces gens-là nous entourloupent. On en a marre. Nous, on est prêts pour la bagarre, les gars. On est prêts. Vous avez vu le commando belge? Vous avez vu les gars nerveux là, au UK? Le caporal grillé en deuil. Mais croyez-moi, quand il va sortir du deuil, ça va péter fort. Quand le caporal grillé sort du deuil, je serai déjà de retour. Ça va péter. Si elle est comme n'inscrit pas les Camerounais, mieux on gâte tout. Mieux on gâte tout. Vous allez inscrire, Hoha, c'est notre agent qui vous paye. C'est comme ça et pas autrement. Il travaille 3 heures par jour. 3 heures par jour de vos mamans. Notre agent vous paye 3 heures par jour. Et sous ça a pris plus de 100 milliards de francs CFA. Il a mis dans sa poche. Fantômas Saza, laisse ça. Notre mariage ne finira jamais. On est comme Emana et ses femmes, non. On bagarre, on se déchire les caleçons, mais après on se... Il y a mes personnes ici que, même si on se gâte n'importe comment, ça ne va jamais se terminer entre nous. J'aime mes gens. On se lance l'indomondomo, mais on s'embrasse après. C'est ça qui est ça. Tu ne veux pas, je veux. Oh ah. Ouais. Non les gars, rendez-vous demain. Sortie musclée. Sortie, je dis bien, ma sortie demain sera le muscle. Le muscle. Et ça va se concrétiser le 18 à Paris. On doit montrer à ces gens le 18 à Paris que nous sommes prêts. Si vous ne sortez pas, vous allez leur donner raison. Si vous ne sortez pas, ça veut dire que tout ce qu'ils font là ne vous dit rien. Si vous ne sortez pas, ça veut dire que vous prétendez aimer Kamto, mais vous ne l'aimez pas. Kamto monte au filet, Kamto monte au créneau, le président monte au créneau et vous voulez rester chez vous. Merde. Le président a sorti le match. Et vous allez me dire qu'après ce que le président a fait l'autre jour là, vous allez tranquillement rester chez vous et attendre que Elekam vous demande la carte de résident. Mais vous faites ça mieux, on abandonne le combat. Si vous faites ça mieux, on les laisse gagner une fois. Je dis que si vous ne sortez pas pour manifester votre colère le 18, mieux. Nous tous, on quitte le combat, on laisse. Vous savez que s'il faut faire le Congo, ça, moi je suis très fort dans le Congo, ça non. Je vais aller provoquer les Stambrakata. Ils vont venir m'insulter et nous on va faire notre buzz. La balle est dans votre camp. Si ce que le président Kamto a dit vous dit quelque chose, cirez vos godasses le 18 à Paris. Ça va se jouer. Ndambade Fosenta. Ndambade Fosenta. Le président n'a jamais fait une sortie musclée comme ça. Je dis bien musclée. Avec les agents de renseignement remplis dans la salle. Il leur dit, je sais que vous êtes là. Vous êtes même plus nombreux que les journalistes. Mais sachez qu'on ne me fait pas peur. Et vous voulez vous cacher dans vos trois rats? Si le 18 à Paris, vous ne sortez pas, vous nous dites que les gars, laissez le combat là. Nous, on préfère boire le matango, aller dans les soirées, mbrakata, aller se faire filmer et puis nos nudes sont entre les mains de qui vous savez. Ben oui. Si vous ne sortez pas, nous on va comprendre que non. Vous préférez aller manger les porcs braisés dans les Nganda à Paris, aller pinailler avec les vieilles chouettes waka, vous faire filmer et vos nudes entre les mains de qui vous savez, votre vie pour vous quoi là-dedans. Mais si vous êtes conscient du fait que le Cameroun ne va pas, si vous êtes conscient du fait que même comme vous êtes en Europe,
Vous n'avez rien au Cameroun, vous ne pouvez rien faire. On vous a escroqué même. Vous voulez même investir pour développer votre pays, on vous escroque et rien ne fait. Si vous êtes conscient du fait que la vie serait mieux au pays si tout était bien. Si vous êtes conscient du fait que vous travaillez ici en Europe, dans le Ndjormassi, comme nous on travaille là, 13 heures par jour, 5 jours par semaine, toujours fatigué. Si vous êtes conscient du fait que il y a enfin quelqu'un qui tient tête à ce gouvernement et que vous devez lui apporter votre soutien. La marche ne c'est pas toute la journée. La marche c'est de 13 heures à je crois 16 heures. Sacrifiez 2 heures, 3 heures de votre temps. Et après vous pouvez aller dans... On ne vous empêche pas d'aller dans l'Enganda. Hein? On sait que les Camerounais aiment la vie. D'ailleurs même ce soir-là dans l'Enganda de Paris vont faire la fête. Ce sera la recette partout. Donc si vous voulez, joignez l'utile à l'agréable. Venez à la marche et après vous allez vous amuser. Vous allez vous amuser. Personne ne va vous empêcher de vous amuser. Mais venez, sacrifiez 2 heures. Pensez à ces Camerounais qui voyagent des autres pays, qui prennent les avions, qui prennent les hôtels, qui posent des jours de travail. Moi, par exemple, un week-end où je ne travaille pas. Mon week-end, le samedi, c'est le week-end que je fais l'argent. Hein. En semaine, on ne paye pas bien. C'est pour ça que je travaille toujours les week-ends. Donc, mon dimanche, c'est 500 pounds. Et mon samedi, c'est 400 pounds. Donc, quand je rate le week-end, j'ai perdu presque 1000 pounds. Et nous sacrifions comme ça depuis des années. Parce que les manifestations, c'est toujours les week-ends. Ça, c'est le manque à gagner. On n'ajoute pas les frais de déplacement, les frais de logement, les frais de mangement. Parce que vous me voyez, je suis à Stockholm. Voilà, j'ai fait des courses, mon frigo est plein. Vous pensez que c'est quelqu'un qui me paye ça. Et c'est comme ça, chaque fois que je sors, je prends un appartement comme celui-ci. Je prends toujours un appartement. Je fais mes courses et tout. Et nous venons comme ça. Nous dépensons comme ça pour 2 heures ou 3 heures de marche. Ou de manifestation. Et vous voulez rester chez vous? Les gars, 2025, ça passe ou ça casse. C'est notre dernière chance. Si on rate le virage de 2025, c'est fini. On est reparti pour 50 ans de domination. Je dis, si on rate le virage de 2025, c'est reparti pour 50 ans de bia. Et aucun d'entre nous n'a envie de ça. Donc vraiment, nous sommes au dernier combat. On doit mouiller le maillot. On va mouiller le maillot là. Ça va couler la sueur. Ça va couler la sueur. Ça va couler la sueur. Rien ne s'obtient à la facilité. Rien ne s'obtient sans effort. Mettons le dernier effort. Pour vous qui êtes connectés là, et pour nous, je sais que la plupart d'entre vous, c'est les gens qui suivent le combat depuis 7 ans. C'est vous qui cotisez dans nos laitiers. C'est vous qui aidez. C'est toujours les mêmes. Vous avez souffert autant que nous. C'est vous qui sortez pour les marches. Alors, il est temps de redoubler d'efforts pour que toutes ces années de combat-là ne soient pas perdues. Parce que sinon, vous et nous, on aura tout perdu. Hein. Moi, par exemple, je marche avec mon cercueil sur la tête. Ma vie sacrifiée, mes enfants sacrifiés. Hier, je rentre du truc, c'est ma fille qui m'envoie un message, elle a eu un souci. Obligée d'appeler. Et c'est toujours comme ça, je voyage, je laisse tout ça. Non, non. On est des mères d'enfants. On n'est pas, nous sommes des mamans. Imaginez une maison où la maman est toujours partie. C'est Dieu seul qui garde mes enfants et c'est Dieu qui a permis à ce qu'ils aient une bonne éducation. Sinon, mes enfants seraient perdus aujourd'hui parce que je ne suis jamais là. Je ne suis jamais là. Je remercie seulement Dieu pour l'éducation que ces enfants ont. Et encore des filles. Ce que peut-être je suis déjà grand-mère aujourd'hui. Peut-être qu'une est allée porter la grossesse et tout. Mais Dieu veille. Et il sait que c'est un combat noble que nous menons. Donc, il protège chacun d'entre nous. Il protège nos familles. Il nous donne les moyens même de continuer ce combat. Parce que c'est avec nos propres moyens. Si Dieu ne permettait pas, c'est que peut-être on n'a même plus les moyens de continuer à voyager.
Mais Dieu lui-même pourvoit. Et les ancêtres veillent. Donc les gars, je vais partir. Je pense que je suis très en retard là. Il est quelle heure? Non, non, c'est bon. Il est 10 heures ici. Le premier speech dans mon groupe, c'est à partir de midi. Donc je vais me laver rapidement. Je m'habille. Je vous montre encore ma petite sape du jour, non? Ma petite sape du jour. La friperie que je porte. Et puis on se prend demain pour une sortie très très musclée. Décryptage de la sortie du président Kanto. Je dis bien très musclé, hyper musclé. On va tchouquer les fémurs demain. C'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. Donc merci les gars. C'était un petit live improvisé comme ça. Je suis contente. Vous êtes à la maison. Vous avez quand même été plus de 200 à me suivre ce matin. Merci. Et on se prend à demain. Je vous aime. Merci. Mais Amoni Saskia, ma sistou, la sœur de qui? La sœur de qui? Bon, pour nous, on dit la lionne de qui? J'ai dit, la lionne de Maurice Kamto. La lionne de qui? La lionne de Maurice Kamto. La lionne de qui? La lionne du tireur de penalty. Cette fois-ci, il va me bunja. L'ombunja. On bunja le tout aussi. Allez les gars, je vous laisse. Bisous, je vous adore. Attends, ne m'appelle pas, toi qui m'appelles là. Attends d'abord. Oh, je n'arrive pas à arrêter le live parce que tu m'appelles. La lionne de qui? La lionne de Maurice Kamto. La lionne de qui? La lionne de Maurice Kamto. La lionne de qui? Bonjour ma baleine blanche. Bisous, bisous, bisous chérie, merci.